Les frissons de l'arbre, un podcast généalogique par Murmure d'Ancêtre. « 52 ancêtres, Marie-Louise Jay. » Ce podcast s'inscrit dans le challenge 52 ancêtres, un article par semaine et par ancêtre. Semaine 28, des personnages hauts en couleur, marquants. Marie-Louise Jay se trouve un peu loin dans mon arbre. Il faut remonter 12 générations pour nous trouver un ancêtre commun. Cependant, elle est bien de la famille de mon arrière-arrière-grand-mère, née Jay. Cette famille est depuis la nuit des temps originaire de Samoin, en Haute-Savoie. Marie-Louise y est née le 1er juillet 1838. Son père, Aimé, est maçon, une spécialité locale, et sa mère, campagnarde. Elle est la 8e de 9 enfants. Comme nombre de Savoyards, elle quitte le domicile familial pour la capitale afin de chercher du travail. Elle est assez jeune, 15 ans semble-t-il, mais elle est accompagnée d'une tante et d'un cousin. Elle est embauchée comme vendeuse à la Nouvelle Héloïse, une boutique de lingerie féminine, avant d'intégrer le personnel du Bon Marché. Rapidement, elle grimpera les échelons et y deviendra première vendeuse au rayon confection. En 1856, elle fait la connaissance d'Ernest Cognac, un provincial lui aussi. Il est originaire de l'île de Ré, monté à la capitale pour faire fortune. Après avoir exercé divers métiers de vendeur, pour un patron ou pour son propre compte, Ernest Cognac était devenu calicot, un vendeur de nouveautés pour la clientèle féminine, dans une petite boutique sur le Pont-Neuf appelée Corbeil. C'est alors qu'il s'entendit avec le propriétaire d'un petit café qu'il fréquentait rue de la Monnaie pour louer, à partir du 21 mars 1870, sa salle annexe peu utilisée et d'en faire un petit commerce de nouveautés. C'est la naissance de son échoppe à la Samaritaine. Le 1er avril suivant, la boutique s'agrandissait déjà. Le nom de la Samaritaine provient de la fontaine qui se trouvait à cet endroit. En effet, sur le Pont-Neuf se situait une pompe à eau dont l'existence remontait à Henri IV. Cette pompe était décorée d'une représentation de l'épisode évoquant la rencontre de Jésus et de la Samaritaine au puits de Jacob. Le tout était surmonté d'une horloge, puis plus tard d'un carillon. Elle a été détruite en 1813. Marie-Louise et Ernest se marient le 18 janvier 1872 à la mairie du 5e arrondissement. Mais Marie-Louise ne se contente pas d'être une bonne épouse et de tenir le ménage pendant qu'Ernest fait fructifier les affaires. Elle a aussi le titre de directrice et propriétaire du magasin. Tous deux sont dotés de la bosse du commerce, d'un indéniable don d'anticipation et d'un véritable sens de l'entreprise. La petite boutique des débuts se transforme ainsi petit à petit en véritable empire, constitué de plusieurs magasins répartis en 4 îlots voisins. En effet, entre 1852 et 1870, les Halles de Paris se sont modernisées avec la construction des 10 pavillons de Baltard. Le couple profite de l'achèvement de ces travaux et de l'attractivité de plus en plus évidente du quartier pour agrandir et moderniser leur entreprise. Le premier magasin en 1883, puis le deuxième en 1903, sont aménagés dans un style contemporain de type Art Nouveau. À l'apogée de son rayonnement commercial, la Samaritaine se compose d'un ensemble de 4 magasins îlots, situés entre le quai du Louvre et la rue de Rivoli. Initiée en 1883, l'installation, la construction et la reconstruction de ces édifices hétérogènes sur les bords de la Seine s'étale sur une 50aine d'années. En matière d'architecture, le couple Cognac-Jay se révèle novateur. À partir de 1885, Ernest Cognac fait appel à l'architecte Franz Jourdain pour l'aménagement, l'agrandissement et la transformation des nouveaux magasins. Associés avec Marie-Louise, ils conçoivent dans les années 1903-1904 un plan directeur
pour encadrer le réaménagement et l'extension des surfaces regroupées, ainsi que la colonisation des îlots voisins. Une architecture de métal et de verre à la mise en œuvre rapide se substitue de proche en proche à la construction traditionnelle. La couverture des cours au moyen de verrières et la propagation des planchers de verre permettent une colonisation des nouvelles parcelles. Le magasin y gagne en volume et en luminosité, phénomène très remarquable jusqu'à la généralisation de l'éclairage électrique. La longévité des planchers de verre jusque dans les années 1980 atteste de l'étonnante performance technique du procédé assuré par Saint-Gobain. La Samaritaine s'enrichit ensuite de 2 grands halls rectangulaires à escalier monumental qui n'ont pas leur égal dans tout Paris. Éclairé d'une immense verrière commune, cet atrium double, très dessiné, deviendra l'espace intérieur identitaire de l'ensemble des 4 magasins. Les proportions de cette cathédrale du commerce participent de l'exaltation d'une marchandise foisonnante et tentatrice. C'est l'invention d'une mise en scène novatrice où la clientèle est invitée à parader. Désormais, on va au grand magasin autant pour voir que pour être vu. Marie-Louise Jay et Ernest Cognac font partie de ces grands entrepreneurs commerciaux du XIXe siècle qui révolutionnent le mode de consommation. Comme Marguerite et Antoine Boucicaut, qui ont développé Au bon marché, pour cela lire ou relire Au bonheur des dames de Zola, qui s'inspire de leur histoire pour s'imprégner de cette véritable révolution commerciale. Les Cognac Jay, comme on les appelle, car ils sont indissociables l'un de l'autre, savent que pour réussir, il convient d'innover et d'offrir aux clients une nouvelle conception du commerce. Ils structurent leurs magasins en rayons autonomes, placés sous l'autorité d'un véritable responsable. Ils inaugurent une politique de faible marge et développent la vente à crédit au même prix que les achats au comptant, ce qui ne se faisait pas ailleurs. S'inspirant des pratiques commerciales des Boucicaut, ils instaurent des périodes de promotion pour certains produits. 2 fois par an, à l'automne et à la fin de l'hiver, ils organisent ainsi une vente d'articles nouveaux. Les prix sont fixes et clairement affichés. On ne vend plus à la tête du client. C'est la révolution dans les rayons. En revanche, plus question de négocier, de marchander, de discuter des remises. Les prix sont les mêmes pour tous. Cependant, les clientes pourront essayer les vêtements et, si elles le souhaitent, échanger la marchandise défectueuse. Ils développent également la vente par correspondance et la livraison à domicile. Des catalogues sont édités afin que les clientes puissent faire leur choix, puis, à partir d'un entrepôt situé quai des Célestins, ils envoient les commandes grâce au chemin de fer et au bateau au départ de Marseille pour l'outre-mer. Le couple confectionne méticuleusement un fichier de clients pour leur expédier un catalogue des produits de la Samaritaine. Les adresses sont collectées au fur et à mesure des gros achats opérés dans leur magasin. Ils installent également un grand atelier de confection de vêtements pour hommes où travaillent près de 500 ouvrières afin de produire à coût moins élevé. La politique de Marie-Louise et Ernest consiste à ne pas fermer complètement les magasins le dimanche afin que les familles qui se promènent ou déambulent dans le centre de Paris puissent y faire des achats. Les Cognac Jay ne sont cependant pas de bons samaritains, sans mauvais jeu de mots. Si des ristournes importantes, de l'ordre de 15%, peuvent être accordées aux employés de la Samaritaine, ce n'est pas sans arrière-pensée, mais pour qu'ils achètent sur place ce dont ils ont besoin et n'aillent pas à la concurrence. Tout employé à la Samaritaine a droit à 15 jours de congé par an. Par contre, les Cognac Jay exigent beaucoup de leurs employés. Un parfait professionnalisme et une tenue impeccable sont indispensables. Un carnet est remis à chaque employé précisant ses obligations. Ainsi, il est obligatoire pour les hommes le port de vêtements de nuances foncées, pas de col mou ni de chemise de couleur. Les chaussures sont noires. Le personnel féminin doit revêtir des lainages discrets. Le noir et le blanc sont les seules couleurs admises. Un corps d'inspecteurs est recruté pour surveiller les étalages, mais aussi les employés. Ils doivent veiller à la politesse du personnel, à l'égard des clients et à leur tenue.
pas de mains dans les poches, ni de jambes croisées. Les cognac-jais imposent en effet à leurs vendeurs une courtoisie sans faille. Ils sont persuadés que si les clients sont bien reçus, s'ils sont satisfaits de l'accueil, ils reviendront à la Samaritaine. Quand un des rayons sous sa surveillance est encombré, l'inspecteur ne doit pas hésiter à prélever du personnel dans les rayons où il y a peu de clientes pour les faire débiter ou faire des ventes dans ceux où il y a foule. Une prime est accordée pour chaque débit, indique le règlement. Les instructions précisent aussi à chaque vendeur qu'il ne doit sous aucun prétexte quitter une cliente avant de s'assurer qu'un autre employé s'occupe d'elle. La discipline est sévère. Les écarts ne sont guère tolérés. Pendant le travail, les employés ne doivent pas bavarder entre eux, si ce n'est pour les nécessités du service. Naturellement, les absences sans motif ou répétées ne sont pas acceptées. Il n'est pas bon, dans ces conditions, de contester l'organisation ou les méthodes, ni de critiquer la discipline. Lorsqu'un salarié affiche trop ouvertement une appartenance syndicale, il est vite repéré, et s'il persiste, tout est mis en œuvre pour qu'il quitte l'entreprise. Marie-Louise et Ernest règnent, dirigent, ordonnent, veillent et surveillent en permanence. Pour eux, la vie, c'est d'abord et presque exclusivement le travail. Pendant que l'un prend son repas, l'autre assure une présence visible de tous. La Samaritaine est leur revanche sur la vie et sur leurs débuts difficiles. C'est l'enfant qu'ils n'ont pu avoir, car leur mariage est resté infécond, sur lequel ils veillent jalousement et sans partage, attentifs à sa croissance. Marie-Louise est, de ce point de vue, l'égale de son époux. Les cognac-jais, devenus riches, vivent dans un hôtel particulier avenue du Bois de Boulogne. Mais cette réussite, ils entendent la partager avec leur personnel. En effet, s'ils peuvent se montrer durs et intransigeants, ils savent aussi être reconnaissants du travail effectué. À l'instar des Boussicot, ils instituent l'intéressement aux bénéfices. En plus de leur salaire, les employés reçoivent un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé dans leur rayon. C'est ainsi que 65% des bénéfices sont redistribués chaque année. Les cognac-jais cèdent la moitié du capital aux salariés et l'autre moitié à la fondation qu'ils créent en 1916 pour financer de nombreuses œuvres sociales et caritatives. Cette fondation a pour mission de faire fonctionner une maternité, une maison de retraite, un pouponat prenant en charge 40 enfants d'employés jusqu'à l'âge de 5 ans, un orphelinat pour 50 enfants, une maison de repos et de cure en montagne, des colonies de vacances à la mer et à la montagne pour les enfants du personnel, un musée, etc. Des allocations sont accordées aux familles dont l'un des parents travaille à la Samaritaine. Elles varient en fonction du nombre d'enfants à charge. Des indemnités de maladie sont versées aux employés non assurés. Le prix Cognac-jais a été créé grâce à un don de 20 000 francs or donné à l'Institut de France, destiné aux familles nombreuses. Marie-Louise n'a pas oublié son village natal de Samoin. Elle a apporté son aide à différentes actions, restauration de l'église par exemple, et a fondé la Jaïcinia en 1906, jardin botanique alpin ouvert au public. Classé jardin remarquable de France, il se visite encore aujourd'hui et permet d'admirer plus de 5000 espèces végétales issues des différentes zones montagneuses des 5 continents. En 1920, pour ses actions d'œuvre de bienfaisance, Marie-Louise est nommée chevalier de la Légion d'honneur. Elle reçoit la prestigieuse médaille grâce au rapport rendu par le ministre de l'Hygiène, l'Assistance et la Prévoyance sociale. Et en dépit d'une lettre calomnieuse, signée d'un bon commerçant de la rue de la Monnaie. Le motif d'attribution de la distinction sont les dotations attribuées aux familles nombreuses, la Fondation Cognac-jais pour l'entretien des œuvres existantes et la création d'œuvres nouvelles. On notera que son époux a été élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur dès 1898, officier en 1903 et commandeur en 1922, lui aussi pour ses œuvres de bienfaisance. Alors que la Samaritaine prospère près du Pont-Neuf, les Cognac-jais visent à toucher une nouvelle clientèle, plus aisée.
Ils font construire dans un autre quartier de Paris un nouveau magasin, inauguré en octobre 1917, boulevard des Capucines. Obéissant à un nouveau concept, la Saint-Maritaine de luxe est faite pour attirer une clientèle plus fortunée ou étrangère et populariser le luxe. Marie-Louise s'éteint dans son hôtel particulier du Bois de Boulogne le 27 décembre 1925. C'est ainsi que disparaît une pionnière du commerce moderne. Son mari la rejoindra le 21 février 1928. À leur mort, le couple laisse une entreprise florissante de quelque 8000 employés et de 48 000 mètres carrés, la plus importante en termes de surface de vente. Retrouvez tous les podcasts et les articles sur le blog Murmure d'Ancêtres.